Aujourd'hui, je vais te parler des Contemplations de Victor Hugo, publiées en 1856, et je vais surtout m'intéresser au parcours associé à l'œuvre, qui est les Mémoires d'une âme. Alors, on voit que déjà on a mémoire, le mot mémoire. Alors, c'est une œuvre littéraire que fait une personne à partir d'événements historiques et privés dont elle a été le témoin et partie prenante. Un exemple de mémoire, par exemple, c'est les mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, qui ont probablement peut-être influencé Hugo. Dans les mémoires, on mêle donc l'histoire personnelle et grande histoire de l'humanité ou du pays. Et c'est aussi l'occasion pour l'auteur, généralement, de justifier son parcours et surtout sa destinée politique. Parce que les mémoires sont généralement, historiquement, écrits par des gens qui ont une influence, qui ont eu un rôle dans les événements politiques d'une nation. Alors on a aussi le segment d'une âme, et cela suggère que ces mémoires ne vont pas être tant politiques que très personnelles, et qu'il s'agira plutôt de justifier ou d'expliquer ou de donner forme à un parcours intérieur, à l'évolution d'une sensibilité, puisque l'âme c'est un peu vu comme le principe de vie par Victor Hugo, mais un principe de vie qui le relie à une transcendance. Transcendance, ça veut dire quelque chose qui le dépasse, puisque l'âme, c'est ce que nous donnerait Dieu pour faire de nous des hommes, des êtres humains. Et donc, c'est ce qui permet de lier l'homme au divin. Et donc, il s'agit aussi, par ces mémoires, de constater une élévation, de donner un caractère sublime à l'expérience humaine du poète. Alors, premier élément qu'il faut savoir maintenant qu'on a un petit peu défini ce que c'était les mémoires d'une âme, l'idée de mémoire montre bien qu'il s'agit d'un regard rétrospectif sur un passé personnel, comme je le disais. On le voit à la structure du recueil, deux parties, autrefois, aujourd'hui, qui parlent bien d'une destinée par sa chronologie. D'ailleurs, il y a un rappel des dates. Et puis même, on voit bien que tous les poèmes, ou presque, sont accompagnés de dates. Il y a une datation des poèmes qui donne une forme chronologique au récit de la vie par le recueil. Alors on a une mise en scène d'une rupture dans le recueil, la mort de Léopoldine, qui fait comme une rupture dans la vie du poète. Et cette rupture en plus elle est double parce qu'elle est manifestée par la différence entre autrefois et aujourd'hui. Elle est même donnée dans les sous-titres avec 1830, 1843. 1843, c'est la date de la mort de Léopoldine, 4 septembre 1843. Et on retrouve cette date aussi dans le sous-titre de aujourd'hui, évidemment, avec 1843-1855. Donc cette date, elle est vraiment mise au centre. Mais en plus de ça, elle va être mise en scène de manière très explicite dans le début du livre 4, Pauca Meae, enfin presque le début, on est après le deuxième poème de la section. On a 4 septembre 1843 et une ligne de points qui vient rappeler la mort de Léopoldine et le silence qu'elle impose au poète. On voit ici que le poète met au centre de son recueil un drame personnel, donc ici à nouveau les mémoires d'une âme, un drame personnel qui bouleverse sa vie et qui est vécu vraiment comme une épreuve, surtout dans Pauca Meae où on a le récit d'une évolution de la souffrance. La mort de sa fille est vraiment vécue comme une épreuve donnée par Dieu au poète pour une forme de dépassement de soi vers le divin. Alors cette mise en scène de la mort de Léopoldine montre bien qu'il y a une mise en scène du reste des poèmes, que la vie en fait de Victor Hugo est mise en scène.
Il n'est pas juste en train de nous parler de... C'est pas un journal intime. Il y a pas même s'il y a une recherche d'authenticité, il y a quand même une restructuration des souvenirs. Et donc, certaines dates sont revues des poètes. Elles peuvent avoir des significations cachées. Et en fait, les dates sont moins factuelles que symboliques la plupart du temps. Et pareil pour les lieux, certains lieux, il les a transformés, c'est pour faire des réseaux de signification à l'intérieur du recueil notamment. D'autant plus que, alors autrefois, le titre « Autrefois » de la première partie montre bien que le poète, il regarde sa vie depuis le présent, un passé lointain parfois, et que le poète est bien plus âgé, que donc il y a un regard rétrospectif qui invite à la restructuration de sa vie. Donc il reprend le manuscrit parce qu'effectivement, il y a des poèmes qu'il a bien écrits quand il était plus jeune, qu'il a repris au moment de l'écriture des Contemplations et qu'il a revus, peut-être modifiés, ou en tout cas, il les a réintégrés dans un parcours de vie qu'il structure par lui-même. Il a une finalité ici, il donne du sens à l'histoire de sa vie. Ce sens à l'histoire de sa vie, il est déjà donné premièrement parce qu'il essaie de montrer une expérience de la souffrance. On a évidemment ici le vécu personnel qui entre en jeu avec la mort de Lépédine, mais aussi son exil, qui est vécu par lui comme une forme de mort sociale. Mais on voit bien ici qu'il y a la présence dans le recueil d'un tu, TU, d'une deuxième personne qui est le lecteur. Et donc, il propose non pas juste l'expérience vécue, personnelle et particulière, mais il la propose aussi comme une expérience partagée de la condition humaine. Et donc, la poésie deviendrait une sorte de miroir pour le lecteur et un miroir qui reflète plusieurs choses, plusieurs dimensions. Et notamment, il ne reflète pas simplement la vie du poète, il reflète aussi, comme je disais, la vie du lecteur qui peut se sentir concerné et se retrouver dans cette souffrance, mais il reflète aussi la souffrance d'autres êtres humains, notamment des êtres humains qu'il a connus dans sa vie. Il évoque la mort d'enfants qui ont eu des tristesses, qui ont eu pour conséquence des tristesses terribles. On le retrouve par exemple dans « À la mère de l'enfant mort », donc, comme s'il dédicaçait ce poème-là à quelqu'un dont l'enfant est mort. Et effectivement, dans son entourage, il a eu plusieurs personnes qui ont eu des enfants morts. Donc ici, il reflète aussi leur souffrance. Il passe donc par la voix des autres pour dire la souffrance commune de l'homme, de la condition humaine. Et donc, il ne s'agit pas pour lui d'user d'un pathos pour se faire plaindre, pour faire pitié. Il ne s'agit pas pour lui de chercher la complaisance du lecteur, ni d'avoir un rapport assez narcissique à l'écriture. Pas du tout, c'est par sa souffrance personnelle, il veut atteindre une souffrance universelle de la condition humaine. Et effectivement, les thèmes qu'il va aborder, ce sont des thèmes qui sont éminemment humains, que tout le monde vit dans son existence. La mort, le mystère impénétrable de la création et la terreur face à l'incompréhension et face au monde et face à la mort et face à l'abîme constant du vide qui nous terrifie derrière les choses. Et ça, on le voit vraiment, cette vision-là de son écriture. Il le propose dans sa préface. On le voit quand il dit « Qu'est-ce que les contemplations ? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelques prétentions, les mémoires d'une âme. » Ensuite, une destinée est écrite là jour à jour, donc à nouveau cette idée de destinée. Est-ce donc la vie d'un homme,
oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Donc là, on voit bien tout ce que je t'ai expliqué avant, hein, qui se matérialise ici dans cette préface. Il s'agit donc ici de parler d'une expérience collective. Et notamment, il va parler d'une expérience réellement collective, c'est-à-dire qui se vit ensemble, qui est la politique. Alors déjà, Victor Hugo va se définir, déjà dans les Châtiments en 1853, mais aussi dans les Contemplations, comme une voix de l'exil, une voix venant de l'exil. Et c'est pas rien parce que ça veut dire qu'il inscrit sa voix dans une réalité politique de l'histoire de France. Son exil, c'est pas un exil voulu, c'est un exil politique qui parle des problèmes politiques de son époque. Et dès le livre 1, on voit bien qu'il va chercher, qu'il va relier sa recherche poétique, sa recherche esthétique à un projet politique. Il va inscrire dès le livre 1 la révolution au sein de son écriture. Alors, est-ce que je vais trouver tout de suite, hein, je crois que c'est dans Réponse à un acte d'accusation. Oui, il en parle beaucoup. Mais il en parle aussi, d'ailleurs, même dans La vie au champ, hein, je vois là directement. Je le parle de tout, mes discours en eux sèment ou l'idée ou le fait. Quand ils m'aiment, ils aiment tout ce que je leur dis. Je leur montre du doigt le ciel, Dieu qui s'y cache, et l'astre qu'on y voit. On voit ici que le poète est là pour instruire les peuples, c'est quelque chose d'éminemment politique. Je leur raconte aussi l'histoire, la misère du peuple juif, maudit qu'il faut enfin bénir, la Grèce rayonnant jusque dans l'avenir, Rome, l'antique Égypte et ses plaines sans ombre, et tout ce qu'on y voit de sinistre et de sombre, lieu effrayant, tout meurt, le bruit humain finit. Et ici, hein, il parle aussi de l'action de l'histoire des hommes, qui n'est rien face à l'histoire transcendante de Dieu. Hein. Alors, il parle aussi de cette idée dans Réponse à un acte d'accusation, il parle de la rhétorique et il défend, ou plutôt il critique la rhétorique qui serait là pour faire mourir en fait la parole du poète. Et donc, lui, il dit « Je fis souffler un vent révolutionnaire, je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire, plus de mots sénateurs, plus de mots roturiers, je fis une tempête au fond de l'encrier, et je mêlai parmi les ombres débordées au peuple noir des mots les seins blancs des idées. Et je dis, pas de mots où l'idée au vol pur ne puisse se poser toute humide d'azur. Discours affreux, etc., etc. Là, vraiment, il est en train d'entrer dans un discours révolutionnaire qui, pas de faire la révolution en cassant tout, hein, c'est pas du tout ce que je suggère, hein, mais une révolution dans la langue elle-même qui doit permettre l'élan révolutionnaire dans le monde concret. Et ici, c'est très important pour lui parce qu'il s'agit donc de libérer le langage de la tradition, hein, du carcan de la tradition, qui serait pour lui le maintien d'un absolutisme, hein, de la monarchie en fait. Et ce combat pour la langue va se révéler aussi dans un combat concret par la langue, notamment dans le livre 3 avec Mélancolia, ce très long poème où il parle des injustices, où il s'indigne de la misère humaine, d'une misère humaine d'ailleurs concrète. Hein. Vraiment, hein, par exemple, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit. Ici, il parle vraiment du travail des enfants. Donc c'est vraiment des situations économiques et sociales de misère qui existent, qui sont réelles. Alors ce qu'il faut considérer, c'est pourquoi parler dans ce recueil
de politique, c'est parce que il s'agit pour lui de restructurer, de redonner du sens, comme je le disais, à son histoire personnelle. Or, il a un parcours politique assez problématique, Victor Hugo, passage par la monarchie notamment, et donc il est obligé de restructurer, de réexpliquer par sa poésie, hein, par cet effort de faire mémoire, euh, ce, euh, ce projet politique et d'expliquer un destin politique, de dire en fait tout ça c'était des briques, c'était des passages obligés pour vers plus de républicanisme, vers un véritable républicanisme affiché et qui viendrait en fait dès l'enfance, alors qu'on sait qu'il a quand même été un peu plus monarchiste au début de sa vie. Mais voilà, bon. Dernier élément sur cette idée de les mémoires d'une âme, hein, pour mieux comprendre ce parcours, c'est que à travers son recueil, Victor Hugo désire dire la totalité du monde, englober le monde dans son recueil. En effet, on voit déjà une première figure du poète qui est très importante, notamment dans Autrefois, où on va avoir la figure du poète promeneur. C'est lui qui contemple la nature, qui s'anime sous son regard, et comme la nature s'anime sous ses yeux alors qu'il la contemple, il va en devenir le porte-parole, et le but de sa poésie, ça va être de dire et de montrer la création de Dieu. Alors j'aimerais bien trouver à nouveau un poème qui montre ça. Ah oui, par exemple, en écoutant les oiseaux qu'on a dans le livre 2, c'est le poème 9. Oh, quand donc aurez-vous fini, petits oiseaux, de jaser au milieu des branches et des eaux, que nous nous expliquions et que je vous querelle, rouge-gorge, verdier, fauvette, tourterelle, oiseaux, je vous entends, je vous connais. Sachez que je ne suis pas dupe, ô doux ténor caché, de votre mélodie et de votre langage. Celle que j'aime est loin et pense à moi. Je gage, ô rossignol, dont l'hymne, esquis et gracieux, donne un frémissement à l'astre dans les cieux, que ce que tu dis là, c'est le chant de son âme. Donc là, on voit bien que le poète est capable de communiquer avec les oiseaux, de comprendre leur chant, et il entre même en communication avec eux à travers la poésie, hein, en instaurant un dialogue, notamment avec la deuxième personne du singulier, pour parler du rossignol. Et en plus de ça, les oiseaux vont lui donner des messages cachés. Notamment, il va entendre par le rossignol le chant de sa bien-aimée qui est loin de lui. Donc il y a vraiment l'idée que la nature permet d'avoir des visions, de comprendre des choses mystérieuses qui sont normalement hors de notre portée. Et donc le monde, par ce dialogue qui s'instaure avec le poète, est rempli d'âme. Et le but d'Hugo, ça va être de raconter, de dire cette création vivante qui s'anime autour de lui. Et l'élément central de cette nature vivante, hein, qui donne la vie, c'est l'amour. C'est ce qui crée l'amour, hein, c'est vraiment le facteur de création. On le voit bien ici, hein, dans ce dialogue avec le rossignol. Qu'est-ce qui est au centre de ce mystère qui est donné à entendre par le rossignol? C'est l'amour de la bien-aimée. On a donc un lyrisme ici, c'est-à-dire une expression du moi qui se veut extensif, qui veut s'étendre. Il ne s'agit pas de rester juste à l'expression d'un moi très particulier, très personnel. Il étend sa sensibilité, hein, ses sens, pour englober le monde dans sa parole, dans sa poésie, et il y a une forme d'évidement, c'est-à-dire un peu comme s'il creusait le moi, hein, il enlevait une forme de moi par l'expérience de la mort notamment et de l'exil, qui permet alors de s'emplir du monde. C'est en se vidant qu'il arrive à s'emplir du monde et de rendre compte de cette totalité du monde
dans son poème. Et donc, il revient un peu à un sens très ancien de la poésie qui signifie en grec poien, qui veut dire faire, créer. Et donc, la poésie participe elle aussi de cette nature vivante en recréant le monde dans le recueil lui-même. Un peu comme si le verbe, hein, ça c'est aussi quelque chose qui est lié à la religion, hein, le verbe créateur, le verbe c'est celui de Dieu qui dit fiat lux, hein, et la lumière fut. C'est le mot qui réussit à créer la chose. Vraiment, c'est-à-dire que le poème va restituer, va rendre présent les choses à la lecture. Il y a vraiment cette volonté-là chez Victor Hugo. J'espère que ces quelques éléments sur les mémoires d'une âme, du parcours associé, donc, te permettront de mieux comprendre comment associer le parcours à l'œuvre et comment on peut comprendre le parcours à travers l'œuvre. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as, je serais ravie d'y répondre. N'hésite pas aussi à aller regarder mes autres vidéos sur les contemplations de Victor Hugo pour continuer à apprendre. Et je te souhaite de bonnes révisions pour le bac.